Décryptage. Georges Richaud, bonjour. Bonjour. Alors, cette conférence débat hier au Robert autour de grands thèmes d'actualité, vie chère, conjoncture économique et démographie et aussi perspectives de développement, elle n'a pas attiré grand monde. Déçu? Est-ce que c'est le signe que le PC compte de moins en moins dans le paysage politique martiniquais? Déjà pour commencer. Bon, c'est vrai que sur le terrain électoral, le Parti communiste martiniquais a perdu de l'influence, c'est une évidence. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entrés pour le moment, au moment où nous parlons, dans un autre rôle, celui d'être un laboratoire d'idées. Nous sommes des observateurs très attentifs de la vie politique, de la vie économique surtout de la Martinique. Et nos réflexions, ce sont nos réflexions qui alimentent, qui éclairent très souvent les élus, notamment dans le débat actuel sur la loi de régularisation économique. La plupart des amendements qui ont été présentés à l'Assemblée nationale par nos parlementaires s'inspirent des travaux du Parti communiste et notamment du travail fait par notre camarade Michel Branchi, qui, comme on le sait, est un économiste qui a été l'un des cadres de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes. Alors, le Parti communiste martiniquais, dont vous êtes le secrétaire général, se dit globalement satisfait de l'évolution du projet de loi de régulation économique porté par Victorin Lurel, notamment par les amendements. Donc, vous venez d'en parler. Une loi Lurel votée avec quelques amendements mercredi par les députés. Quels sont les axes qui vous apportent le plus de satisfaction pour l'instant? D'abord, il faut dire qu'au départ, ce projet de loi Lurel était d'inspiration extrêmement libérale. Et le plus curieux, c'est que le même Lurel, actuellement ministre de l'Outre-mer, qui reprochait à Madame Panchard de ne pas mettre en œuvre la LODEOM de 2009 qui permettait d'encadrer les prix, c'est lui aujourd'hui devenu ministre qui prend la même attitude de Madame Panchard et qui dit bon, on ne peut pas réglementer les prix, c'est contre le code du commerce, c'est contre les traités européens, et etc., etc. Donc, nous avons fait un travail précis et beaucoup d'amendements un certain nombre d'amendements en tout cas ont été apportés à ce projet de loi sous l'action de nos parlementaires. Par exemple, en instituant par exemple l'obligation d'une conférence, j'emploie ce mot-là qui n'est peut-être pas le plus approprié, d'une conférence annuelle pour définir le prix d'un panier de produits par référence aux prix les plus bas, c'est une obligation qui est faite. Et au cas où cette négociation-là échouerait, par exemple, le préfet se doit de prendre par arrêté les dispositions pour fixer le niveau d'un certain nombre de prix de produits de première nécessité. C'est la preuve est faite que tous ceux qui disaient qu'il n'était pas possible de faire évoluer d'obtenir des avancées significatives, eh bien, qu'ils étaient dans l'erreur. D'autre part, nous faisons remarquer que le patronat martiniquais est vent debout. Il est vent debout contre ce projet de loi relativement timide, qui n'apporte pas de solution immédiate, qui n'est pas de nature à faire baisser immédiatement les prix, qui s'inscrit dans la durée. Un autre point très important, c'est que dans le projet de loi, il était prévu que lorsqu'une enseigne ou un groupe possède une position dominante dans une zone de chalandise, etc., que la loi fera obligation à ce groupe de céder un certain nombre d'établissements de manière à ramener à un niveau convenable sa présence dans la zone de chalandise. Eh bien, le patronat martiniquais, le syndicat de la grande distribution, fait pression énormément pour que ce volet soit retiré, cet article soit retiré de la loi, menaçant même d'aller jusqu'au Conseil constitutionnel et peut-être même jusqu'aux instances européennes pour faire annuler ces dispositions. Chacun est dans son rôle dans ce débat. Oui, justement, je vais vous dire, contrairement à ce qu'on dit, on dit que la lutte des classes est terminée, la lutte des classes n'est pas terminée, elle est là, et la bataille autour de cette loi de régularisation économique, l'attitude du patronat montre bien que chacun défend ses intérêts, classe ouvrière, les travailleurs contre le patronat.
patronat contre ceux qui contrôlent l'économie du pays. Les principales insuffisances pour l'instant? Eh bien, les principales insuffisances, selon vous, hein? C'est d'abord la disposition qui risque de disparaître, c'est-à-dire l'obligation pour un groupe de céder ses parts qui lui confèrent une position dominante. Deuxièmement, le fait que les dispositions prévues ne peuvent pas avoir d'effet immédiat sur la baisse des prix, et d'autre part, le fait que les services qui seront chargés du contrôle de la mise en application de la loi sont pour l'instant ne sont pas dotés du personnel qualifié suffisant. La DCCRF, l'ancienne direction de la concurrence et de la répression des fraudes, a été décapitée par application de la RGPP, la loi qui lie sur la modernisation, etc. de la fonction publique, qui diminue le nombre des fonctionnaires, et la DIECT qui remplace cette DCRF, il n'a pas encore les fonctionnaires les qualifiés compétents pour mettre en application cette loi. Et donc, nous disons que la lutte contre la vie chère est une mission de service public. Eh bien, l'administration, l'État doit doter les services chargés de faire respecter les nouvelles dispositions qui seront prises en mettant à sa disposition le personnel compétent. Alors, très rapidement, vous dites que la plupart des amendements ont été d'inspiration du PCM. Est-ce que vous avez discuté directement avec les élus de certains amendements? Eh bien, nous leur avons fait passer un certain nombre de fiches. Nous les avons même eu au téléphone, notre camarade Branchi notamment. Nous leur avons fait passer un certain nombre de fiches, dont je peux confirmer ici que nous avons pesé sur la discussion dans le sens d'une plus grande efficacité de la loi. Même si nous restons réservés, il faut le dire, quant à son efficacité. Voilà, justement. Alors on attend donc justement encore une version commune entre ce qui a été voté par le Sénat et ce qui a été voté par donc les députés. Vous dites que ce ne sera pas la panacée. Est-ce qu'il faut penser et mettre en place un autre modèle économique, et comment? Mais c'est justement, c'était l'un des volets de la réunion du débat que nous avons conduit hier au Robert. Nous disons qu'il faut sortir de ce qu'on appelle le pacte colonial, qui date de Colbert, qui nous impose, qui impose à la Martinique, entre autres, de commercer avec la France principalement et avec l'Europe. Nous baignons dans un environnement caribéen, par exemple. Sur la question de l'énergie, par exemple, de notre approvisionnement en pétrole, nous savons qu'il existe une initiative du Venezuela, Petro-Caribe, par exemple, qui permet de vendre à un certain nombre de pays de la zone Caraïbes, Antilles, etc., du pétrole à moindre coût. Maintenant, nous sommes enfermés dans une réglementation européenne qui nous impose tel type de carburant, donc telle source d'approvisionnement, à des prix souvent plus élevés que les coûts auxquels l'initiative de Chavez peut donner accès. Eh bien, nous disons qu'il faut sortir de quels sont les leviers justement pour ça? Parce que on dira que la réforme des collectivités territoriales prônée par le nouveau gouvernement et cette promesse de compétences renforcées, donc elle ne va pas vraiment dans le sens de ce qu'on avait prévu. Déjà, on peut dire que manifestement, donc on ne va pas passer sous le régime de la collectivité unique en 2014 comme on le pensait. Alors, bon ou mauvais? Écoutez, on a fait un très mauvais choix. Tous ceux qui ont torpillé le passage à l'article 74 en 2010 ont rendu un très mauvais service à la Martinique. Il suffit de voir les conflits les plus récents, le problème des néo-titulaires, par exemple, le conflit des transporteurs à qui on voulait appliquer la fronde des transporteurs à qui on voulait appliquer une réglementation européenne valable pour des entreprises qui ont 2000, 3000 camions alors qu'eux qui n'ont un seul, par exemple. Les problèmes, la volonté de l'Europe de réglementer la pêche à la Martinique sur la base des critères retenus pour l'Europe, tout ça montre bien que notre intégration à l'Europe ne répond pas les conditions dans lesquelles nous avons été intégrés à l'Europe ne tiennent pas compte de nos spécificités. Et donc il faut changer d'abord il faut obtenir plus de pouvoir localement, donc il faut se battre, même si on passe à la collectivité unique en 2015, il faut continuer à se battre
pour passer à un statut d'autonomie dans le cadre de l'article 74. Le débat n'est pas terminé. Et puis ensuite, même dans le cadre de l'article 73, puisqu'il est prévu par des lois organiques, par toute une procédure parlementaire relativement compliquée d'obtenir quelques compétences supplémentaires, eh bien, il faut se battre pour les obtenir. Et puis, il faut faire en sorte que ce passage à la collectivité unique soit l'occasion pour les véritables partisans de l'évolution institutionnelle vers plus de responsabilité, de s'organiser, de se mobiliser pour que leurs idées recueillent l'avis de la majorité des citoyens martiniquais. Alors, autre sujet, la vie des otages français au Mali mise en danger par les propos du président François Hollande, en tout cas c'est ACMI qui le dit. Quel regard vous portez sur les derniers développements de cette affaire? Eh bien, je dis d'abord que ce qui se passe dans le Nord Mali, c'est la conséquence de la politique suivie par les puissances impérialistes qui ont armé eux-mêmes les djihadistes, les intégristes musulmans, contre, dans un certain nombre de conflits, par exemple contre Kadhafi. Ce sont les armes qui ont été récupérées en Libye qui ont servi. Maintenant, je dis qu'il faut faire attention. Je pense que la vie de l'homme est de 4 en plus, mais passe avant d'autres considérations. Moi, j'aurais été président, moi, j'aurais d'abord négocié. Il faut payer Areva, c'est Areva qui est responsable de ça. Areva n'a qu'à payer, il demande 90 millions. La vie de 80 vaut bien plus que 90 millions. Régler d'abord le problème des otages, chercher à les libérer avant de bomber le torse pour dire qu'on va les attaquer. Si on dit qu'on les attaque alors que les otages sont encore prisonniers, on court fort le risque qu'ils soient mis à mort. Merci Georges Richaud d'être passé nous voir dans le studio Albert et Tissiret. L'actualité, l'information, les informations continuent. Merci.